Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice au pays des femmes. Comme Alice, me voici au départ d'un voyage, non pas au pays des merveilles, mais au pays des femmes. Pas de lapin blanc à suivre, mais bien des interrogations, des échanges, un partage autour de réflexions sur et avec le deuxième sexe, comme l'appelait Simone de Beauvoir. Chaque épisode met une femme à l'honneur et pendant environ 45 minutes, on discute du rapport au corps, de sexualité, de relation à l'autre et de bien d'autres choses. Pour ce deuxième épisode, nous allons continuer notre voyage dans le sud de la France. Sur notre chemin, la douce Aurélie Lejeune, comédienne, autrice et metteuse en scène. Dans cet entretien, on va parler longuement du rapport au corps et en particulier de l'impact du poids et du regard que l'on peut avoir dessus, mais également de sexualité et de maternité. Un témoignage touchant et rempli de sincérité. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Delphine. Ça va? Ça va bien. Est-ce que tu veux bien te présenter, dire qui tu es? Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis comédienne, je suis mariée avec un artiste fabuleux qui est musicien sénégalais et je crois que c'est à peu près tout pour une présentation. C'est déjà pas mal. Comment elle était, Aurélie petite fille? Aurélie petite fille, elle était tellement différente de l'Aurélie d'aujourd'hui. Elle était petite, même si elle n'est pas devenue très grande. Elle était boulotte, très boulotte. Elle était drôle, elle était forte, elle était solide et elle était sage et elle aimait les livres, imaginer, rêver et partir loin de là où elle habitait en imaginant. Et du coup, la grande Aurélie, elle est très éloignée de cette petite fille? La grande Aurélie, elle est devenue plus mince, ce qui a changé beaucoup de choses par rapport à son corps et à sa reconnaissance. Et elle s'est vue plus faible qu'elle s'imaginait, moins sage qu'elle s'imaginait, parce qu'elle a gardé, c'est peut-être le goût de l'imagination, le goût de la différence, le goût du voyage. Elle est peut-être un peu moins drôle et un peu plus cynique. Mais elle aime toujours faire rire les autres. Et tu disais que du coup, donc quand t'étais plus jeune, t'étais plus ronde. Ouais. Et est-ce que... comment tu le vivais? Oh, mal. Très 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 mal. Je l'ai toujours vu comme une tare, cette différence. Pour moi, il y avait une norme et j'étais hors la norme, donc hors les autres, et toujours à l'écart. Mais c'est parce que t'avais l'impression que c'était les autres qui te mettaient à l'écart ou c'était toi qui te mettais à l'écart? Je crois qu'il y avait un peu des deux. Je crois qu'il y avait le regard des autres sur moi, et du coup, il y avait ce que moi je ressentais comme dégoût par rapport à ce corps qui était différent des autres petites filles. Moi, je voulais faire de la danse classique et mes parents m'ont inscrit au tennis, ils m'ont inscrit au judo, tout ce que j'avais pas envie de faire, quoi. Et j'ai pas fait de danse classique, mais j'ai fait des majorettes. Mais c'était pas de la danse classique. Et cette image m'a collé à la peau, et aujourd'hui, quand je vois des photos de moi petite, c'est picote. Parce que cette petite fille boulotte, j'ai mal à la regarder. Pourquoi ça te fait mal? Parce que je la trouve pas jolie.
Je la trouve pas belle. Autant que je peux trouver des femmes rondes belles, hein, mais celle-là, je la trouve pas belle. C'est drôle parce que dans les premières fois où on s'est rencontrés, un des premiers compliments que tu m'as fait, c'est par rapport à mes rondeurs. Mais ouais, mais j'aime beaucoup les rondeurs chez les autres, hein, chez les autres femmes, mais pas chez moi. Il y a beaucoup de femmes rondes que je trouve très belles. Et moi, je me suis jamais trouvée belle, moi, ronde. Jamais. Du coup, ça a été très compliqué, hein, cette enfance, cette adolescence. Ça a vraiment été dur. Et ce début de vie de femme aussi, ça a été compliqué au début. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'après tout ça, quand je suis devenue une personne, entre guillemets, de normale pour moi, selon la norme établie par la société, et que je me suis enfin fondue dans la masse, que j'ai eu plus de problème à m'habiller comme je voulais, que je pouvais passer inaperçue. J'ai rencontré un homme qui m'a dit mais t'aurais eu 40 kilos de plus que je t'aurais aimé comme tu étais. Et c'est trop tard, je les avais plus. Au moment où enfin j'ai eu l'impression d'avoir rencontré l'homme de ma vie, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Mais je regretterai jamais d'être venue normale pour moi. Mince. Mais c'est ma norme à moi, enfin la norme que la société m'a imposée à moi. Et je trouve ça beau le corps d'une femme ronde. Et tiens, je trouve beau par exemple quand je te regarde. Alors là, ça me donne envie de le toucher. Sauf que le mien, il me dégoûtait. Parce que je trouvais ça mou, je trouvais ça flash, je trouvais ça débordant, je trouvais ça... En plus, on m'a toujours collé l'adjectif, mais t'es généreuse comme fille. Ah bah oui, t'es généreuse parce que je fais bien la cuisine, parce que j'ai toujours l'oreille à écouter tout le monde, parce que je suis la super bonne copine qui en plus est super fun et remonte toujours le moral à tout le monde. Et en plus, comme j'étais ronde, bah oui, c'est vrai, j'étais généreuse, il y avait toujours un garçon pour venir poser sa tête entre mes seins. Mais quelle tête, quoi. Une tête qu'elle est pas bien. Et voilà, ce mot de généreuse, là, ça m'a hanté longtemps, ça m'a même dégoûtée, tu vois. T'es généreuse. Aujourd'hui, on me le dit moins. La générosité est partie avec mes kilos. Et du coup, t'as été ronde jusqu'à quel âge à peu près? Non, j'étais ronde jusqu'à mes 28 ans, à peu près. À peu près. Une bonne partie de ta vie, quand même. Ouais. Ouais, je crois que à 30 ans, ouais, la transformation s'est effectuée entre 28-30 ans, je pense. Ça devait être ça. Moi, j'ai attendu très longtemps. Ouais. J'ai fait des régimes toute ma vie. Toute ma vie. Mon premier régime, j'ai fait à 10 ans, parce que le médecin de mon père avait dit à mon père qu'il avait trop grossi, bref, qu'il avait maigrir. Il y avait un médicament qui s'appelait l'isoméride à l'époque. Et il a dit, mais votre petite fille aussi, elle a 4 kilos en trop par rapport à la norme des enfants de son âge. Voilà, ce serait vraiment bien qu'elle maigrisse si on lui donnait ces médicaments-là. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un goûter à l'école et mes parents me filaient des biscuits de régime qu'on achetait à la pharmacie qui étaient dégueulasses, qui avaient un goût de vanille et l'autre un goût de cacao. Et c'était infectissime. Il y en avait au citron aussi, ça me dégoûtait. Donc je bouffais ça, et quand je mangeais ça, forcément j'avais envie d'autre chose, quoi. Et je crois que c'est là que sont nées mes premières frustrations alimentaires, déjà ça a commencé là. Donc j'ai pris ces médicaments, j'ai maigri, et après j'ai grossi. En fait, toute ma vie a été un yo-yo géant, je maigrissais, je remangeais, je maigrissais, je remangeais, je reprenais des kilos, et à chaque fois je reprenais plus. Et du coup j'ai tout fait, hein. Je fais les régimes de soupe aux choux, les régimes du camp, les régimes dissociés, tout ce que tu pouvais essayer comme régime, j'ai fait les régimes. Et du coup, j'ai eu un gros problème par rapport à la nourriture. C'est-à-dire, j'étais tout le temps dans la frustration ou dans la culpabilité. Je pouvais pas manger correctement, quoi. Et le jour où j'ai fait cette opération, le docteur m'avait dit, maintenant vous êtes comme si vous étiez un nouveau-né. Rien n'est programmé. Vous avez mis les compteurs à zéro. À vous de vous débrouiller maintenant.
soit vous mangez bien, soit vous faites n'importe quoi pour prendre vos kilos. Et moi, j'avais pas de problème tellement avec, avec la diversité, avec les légumes et tout ça, c'était la quantité en fait. Donc, j'ai mangé comme il fallait. Au début, j'arrivais même pas à manger de toute façon, donc ça me faisait trop mal. Et du coup, j'ai jamais regrossi. En fait, j'ai tout perdu, un peu vite selon les docteurs, mais à mon goût, c'était très bien. Et je me suis arrêtée un poids, et j'ai pu bouger de ce poids. Et en fait, ce poids que j'ai perdu m'a libérée d'un poids. Quand je me suis arrêtée et que j'ai vu que je grossissais pas, je perdais pas, je prenais pas, d'un seul coup, je me suis sentie à ma place pour une fois. Et je me suis dit, ok, ça y est, là j'ai un souci en moins, quoi. Et le fait du plaisir de pouvoir manger sans être culpabilisé, sans être regardé par quelqu'un parce que t'es en train de manger une glace, à dire que t'es grosse, tu vois. Et qu'il y a des gens qui peuvent te regarder mal en disant, mais comment elle peut s'empiffrer d'une glace alors qu'elle est déjà grosse, comment elle peut prendre des calories supplémentaires? Et ben ça, j'avais plus ça, voilà, je me fondais dans la foule. Si je voulais être regardée, j'étais pas regardée pour mon poids comme avant je pouvais être regardée. Voilà. Et ton poids, ça a eu beaucoup d'influence sur ta sexualité? Ouais. Du coup, tu vas faire l'amour en pleine journée, c'est pas possible, quoi. Parce qu'il fallait que je cache mon corps. Pendant très très longtemps. Et puis, j'avais toujours peur du regard de l'autre. Ce qu'il allait voir. Mes plis, mes vergetures, tout ça, ça me glaçait. Du coup, je prenais pas toujours de plaisir au début. Et puis j'avais besoin... Alors déjà, j'avais besoin d'être amoureuse pour faire l'amour. C'est-à-dire qu'au moins, je leur accordais le crédit de la confiance que je leur faisais par mon amour. Et j'avais besoin de ressentir... je n'aurais jamais pu faire l'amour un premier soir comme ça, quoi. J'avais besoin d'une relation de confiance et j'avais besoin de ressentir quelque chose d'eux. Souvent, je me trompais parce que j'ai eu un festival de connards de mes 18 à mes 30 ans à peu près. Et ouais, mais c'est étrange hein, parce qu'après j'avais des orgasmes, mais ouais, souvent la lumière éteinte, je voulais pas qu'on me regarde quoi. Non, je voulais pas qu'on me regarde. Je voulais bien qu'on touche et qu'on sente et qu'on s'imagine et pas vraiment qu'on regarde. Et ça, du coup, ça a changé depuis que t'as perdu du poids? Ça a été long, hein. Surtout qu'après, j'ai eu une énorme cicatrice que j'ai toujours d'ailleurs. Donc après, j'ai dû apprendre à vivre avec cette cicatrice. Et évidemment, je voulais la montrer à personne. Et j'ai franchi le cap. En fait, à un moment donné dans ma vie, après l'opération, il y a plein de choses qui se sont remises à zéro. Voilà, j'ai dit que j'avais rencontré une bonne liste de connards et je m'étais dit, bon, le prochain que je rencontre, c'est l'homme de ma vie. Ou c'est rien. Et du coup, j'étais revenue à une espèce d'état de jachère, presque de Sainte Vierge. J'en étais à ce niveau-là où je m'étais dit, bon bah voilà, je vais attendre. Et de toute façon, j'avais cette cicatrice que je voulais montrer à personne, qui était vraiment la balafre de ma vie, quoi, qui va presque d'une hanche à l'autre, quoi. Vraiment, c'est pas une césarienne, hein, c'est 4 fois une césarienne. Et j'ai rencontré un homme, du coup, mon homme, hein, avec qui je suis toujours aujourd'hui, mon mari, qui l'a regardé, mais qui l'a regardé et qui m'a dit, mais ça fait partie de toi, c'est toi. Enfin, c'est quoi ça? C'est rien. C'est rien du tout. Et pour moi, ce truc était un drame, une déchirure, un truc affreux, est devenu complètement anodin. Et en fait, aujourd'hui, je la regarde plus. Je fais même plus attention à elle. Parce que je sais qu'il s'en fout royalement, en fait. Oui, d'accord, il y a ça sur mon corps, c'est vrai. Qui me coupe le ventre en deux et qui me dessine un peu étrangement le bas du corps. Mais en fait, je la regarde et c'est juste que mon corps, il a ça, quoi. Mais ça m'embête plus. Et je trouve plus ça moche, et je trouve plus ça sale, et je trouve plus ça honteux. Mais par contre, j'ai gardé le goût de faire l'amour dans le noir. Même si ça me gênerait pas, en fait, d'être regardée comme je suis aujourd'hui, je préfère toujours quand même être dans le noir.
Je sais pas si c'est par trace de ce qui s'est passé, mais je sais pas. Mais il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc, c'est l'accès à la jouissance. Même si on est deux, en fait, je trouve ça un peu intime. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'ennuie que quelqu'un me regarde avoir cet accès-là. Ça m'empêche l'abandon absolu. C'est-à-dire que si je suis dans le nord, personne ne me regarde, le visage et avoir ce truc. Mais c'est étrange parce que je peux parler de ce qui m'arrive et de la sensation, mais qu'on me regarde la voir et le plaisir, ça peut déformer le visage, tu vois. Ça peut te rendre très belle ou je sais pas si on peut dire moins belle, mais il y a des soubresauts sur ton visage, des choses qui se passent, et ça, j'ai pas envie qu'on les voit. Ça me crispe, parce que du coup mon cerveau est en train de me dire que l'autre est en train de me regarder, et du coup ça me déconnecte du plaisir que je suis en train d'avoir. Et si je commence à réfléchir, je suis plus en train d'avoir le plaisir. Voilà. Ah ouais. C'est tortueux. Et du coup, tu disais donc que t'as 2 enfants. Oui. Donc t'as eu 2 grossesses. Oui. Et ça encore, ça change le corps. Et pas en fait. Et ben ça m'a pas changé le corps, moi. Non. J'ai retrouvé exactement mon poids d'après, je remets mes mêmes vêtements, mes seins n'ont pas bougé. Ouais. Alors là, ça c'est un truc, tu vois, je suis super contente parce que je sais qu'il y a des femmes qui, après la grossesse, elles ont leur corps ravagé, plein de vergetures, elles sont abîmées, elles ont les seins qui tombent, beaucoup de peau sur le ventre. Enfin, tu vois, moi j'ai rien de ça. Il m'a rencontrée déjà abîmée, si tu veux, avant. J'ai eu 2 grossesses, rien n'y a fait. J'ai juste peut-être un tout petit peu plus de bidou en bas. Mais c'est infime. Infime. Je remets des vêtements que je mettais avant ma première grossesse. Donc pour moi, c'est un pari qui a plus que gagné, quoi. Par contre, je sens la fatigue dans mon corps. Mais physiquement, je vois pas ce qui a changé. Et tu vois, mon mari, il a assisté à mes 2 accouchements. Il a vu ses enfants naître, ses enfants sortir de mon corps. Pour le 2e, j'ai accouché sans péridurale, donc il a vu la déformation sur mon visage. Il a vu vraiment son fils sortir. J'étais accroupie. Il l'a récupéré ensanglanté, il me l'a remis devant. Il m'a vu au pire de moi-même. Hein. C'est presque comme si t'allais mourir un accouchement. Hein. C'est une petite mort. Mais ça m'a pas dérangé. Qui me voit dans cet état-là de bien plus grande faiblesse que quand on fait l'amour. Hein. Ça m'a pas dérangé. Et au contraire, j'étais hyper fière de faire ça avec lui. Mais pour ce qui est de cette intimité-là, je sais pas, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Et tout le monde dit, ouais, l'accouchement, il y a des hommes après, ils veulent pas regarder parce qu'ils ont peur, ils ont plus envie et tout. Ça, tu vois, avec mon mari, je me suis jamais posé cette question-là. J'ai jamais eu ces peurs-là. Ouais. Pour moi, c'était naturel. Tu vas me dire, quand t'as un orgasme, c'est ultra naturel aussi, hein. Mais il y a un truc de différent. Peut-être parce que c'était nos enfants à tous les deux et notre naissance à tous les deux aussi, même si c'était moi qui accouchais. C'est-à-dire que le plaisir, c'est vraiment personnel. Bon, j'ai pas l'explication exacte. Du coup, ça te gêne qu'on te regarde quand tu jouis, mais est-ce que à l'inverse, ça te gêne de voir ton partenaire jouir? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça me gêne pas du tout, ça. Comme le son, hein, ne me gêne pas du tout. Mon son à moi et son son à lui me gênent pas. Je serais même mieux avec le son, avec la sensation, parce que déjà que c'est dans le nord, donc s'il y a pas de son. Ouais, non, ça me gêne pas. Mais oui, je pense que ça revient au regard sur l'autre et au traumatisme de tout ce regard et que ces regards qui ont été posés sur moi et de mon propre regard sur moi. J'aimerais pas me regarder en train d'avoir du plaisir. Ah oui, hein. Pas de sexe devant un miroir. Pas de sexe devant un miroir. Ah ben si je peux faire du sexe devant un miroir, je peux le faire. Je suis comédienne quand même. Mais par contre, pas de plaisir devant un miroir. Ouais. Parce que je serais en train de regarder dans le miroir, en train de me dire, oh
Putain, mais c'est dégoûtant. Regarde-moi ta fesse qui tombe, et ton bras, et ton truc, et ton... Mais c'est quoi ça? Putain, mais t'as de la cellulite à cet endroit-là, je savais même pas que ça pouvait exister. Je suis en train de faire tout ça, et de profiter de l'instant présent. Mais par contre, j'apprécierais le voir lui dans le miroir. Voilà. C'est une question d'orientation du miroir. T'approches bientôt de la quarantaine. Ça commence à piquer. Bah, dans notre société, il y a quand même un grand truc par rapport aux femmes qui vieillissent. Ouais. Que ce soit par rapport au corps, par rapport à plein de choses. Est-ce que toi, ça t'angoisse? Tu viens de me dire que ça te pique. Pourquoi ça te pique? Ça pique parce que la société fait piquer les 40 ans. Moi, franchement, je vois pas que j'ai 40 ans. Je vois que je suis plus fatiguée parce qu'on a 2 petits loulous en bas âge et que ça dépote. Et que je fais 1 milliard de choses et que je me rends compte d'un truc que je me rendais pas compte quand j'étais jeune, c'est le poids qu'on fait porter sur les femmes et comment c'est difficile d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, d'être une Wonder Woman. Mais je vois pas que je vais avoir 40 ans. Si ce n'est que j'ai mal au dos et que quand je me réveille le matin, je saute plus aussi facilement du pied du lit. Je me dis, oh non, encore un petit peu. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'entendais, je me levais. Mais sinon, je le vois pas. Dans mon état d'esprit, je me vois pas avoir vieilli. Après, bien sûr, dans le concret de la vie, quand j'apprends à me servir d'Instagram, à dire que ma nièce de 11 ans sait le faire, tu vois, là, je me dis, bon, t'as peut-être un peu vieilli, ou tu t'es pas tenu à la page du truc. Mais du coup, j'essaye de me tenir à la page, parce que je me dis que si t'es pas dans le coup, mais là, t'es foutu, quoi. Il faut rester dans le coup du truc, de ce qui se passe. C'est hyper important, ça. En gardant tout ce que t'apprends comme richesse d'expérience, mais rester dans le coup et rester connecté à la jeunesse, quoi. À l'enfance, à l'adolescence et à la jeunesse. Et je vois bien que j'ai quelques rides qui sont apparus et quelques cheveux blancs, hein, quand même, hein, un peu exagéré. Mais je trouve que ça se voit pas trop. Enfin, après, c'est peut-être un leurre, hein. Mais quand je me regarde, je me dis pas « Ah, pétard, dans 1 mois, t'as 39 ans. » Je le vois pas très physiquement. Et je vois par contre d'autres femmes dans la rue, et je me dis oh. Et quand je vois qu'on a le même âge, voilà, soit du coup j'ai un miroir déformant en me regardant moi, parce que je me dis mais elles font vachement vieilles. Et moi je trouve pas que je fasse si vieille que ça physiquement. Dans ma façon de m'habiller, dans la façon de m'exprimer, dans mon visage, dans ma façon de vivre, je trouve pas que je fasse très vieille. Enfin, est-ce que t'es vieille à 40 ans aujourd'hui? La société quand même te dit quand même que 40 ans il se passe quelque chose. Mais j'ai que 39, bientôt. Et tu parlais tout à l'heure de Wonder Woman. Est-ce que c'est difficile d'être mère, femme, comédienne, plus si affinité, amante, enfin... Oh, purée. Parce qu'on demande quand même tout ça à une femme. Je sais pas si on nous le demande ou si moi je me le demande à moi. Et que je me mets la barre super haute. Il y a peut-être de ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont contentes, hein. Mais moi, ça vient peut-être, en fait, de toutes les planètes qui sont entrechoquées pour me créer moi. Donc je viens d'une famille, d'une culture où la femme porte beaucoup de choses, où c'est quand même la femme qui fait à manger principalement, qui s'occupe principalement des enfants, hein. Bonne famille française de base, quoi. À côté de ça, j'ai rencontré le monde de la culture, où tu dois être auteur, créateur, artiste, défendre des idées, défendre un point de vue sur le monde, avoir des choses à dire. À côté de ça, je suis devenue maman. Donc là, on me demande d'être la référente pour tout ce qui se passe. De contrôle de la nourriture jusqu'à j'ai un bobo, jusqu'à il faut aller aux urgences la nuit, jusqu'à tout en fait. Jusqu'à est-ce que t'as signé quelle liaison. Et à côté de ça, on me demande d'être une amante et une femme. Et du coup, mais c'est pas dur, c'est presque surhumain, quoi. C'est surhumain de faire tout ça. Et en même temps, t'as pas le choix. Enfin, je vois pas entre guillemets, quel poste je pourrais laisser de côté. En me disant, bon, qu'est-ce que je vais privilégier, c'est sûr. Je peux pas laisser mes enfants, ça c'est sûr, surtout qu'ils sont tout petits pour l'instant. Donc, je dois être là. Je peux pas laisser ma place de femme et d'amante.
Même si en vrai, je crois que c'est celle-ci qui empathie le plus. Je peux pas la laisser. Parce que sinon, je vais me retrouver seule à un moment donné. Je peux pas laisser ma place de comédienne, d'auteur, de créatrice, parce que c'est pour ça que je vis. C'est pour ça que j'ai tout abandonné. Et en même temps, ben tu vois, bizarrement, le fait de contrôler ma maison, putain, faire le ménage, à manger, s'occuper de tout, bah j'ai l'impression de contrôler quelque chose un peu. Même si ça me saoule profondément de tout faire. J'aimerais bien, tu vois, je vais chez des copines, j'arrive, c'est le bordel chez elles, il y en a partout. Mais partout quoi, plus que chez moi. C'est pas rangé, il y en a partout. Leur frigo ça dégueule de plein de trucs. Mais je me dis, mais elles ont l'air super heureuses quoi. Ça roule, ça coule, tout va bien. Mais moi ça serait comme ça, mais je serais malade, mais je serais folle. Mais je pourrais pas. Déjà, c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais, là, hein. Donc, je sais pas quel poste je pourrais essayer de réduire le budget dans certains postes. Je vois pas. Et c'est éprouvant, c'est fatigant. Je me dis, bon, les enfants vont grandir, ce sera plus facile après. Mais en même temps, j'aimerais que ça soit plus facile maintenant, parce que j'ai envie de profiter d'eux comme ça maintenant. D'être heureuse là, avec l'âge qu'ils ont. Je me dis toujours, oui, bah, avec mon amour, ça sera mieux aussi quand on aura plus de temps pour nous. Je me dis, bah ouais, mais là, pour le coup, j'aurais plus vieilli. De toute façon, j'aurais ménopausé, j'aurais toute seule, j'aurais plus envie. Mais après, je me dis aussi, bah ouais, ta maison, elle sera... Il y a une copine de ma mère qui m'a dit ça, bien plus âgée, qui m'a dit, mais... Parce que je dis, ah, chez toi, c'est toujours parfait, c'est propre, c'est rangé, il n'y a pas un truc qui dépasse. Mon rêve, quoi. Pouvoir être organisé, rien qui dépasse, comme ça, fou, tout va bien, je peux me concentrer sur autre chose. Et là, elle m'a dit, mais tu sais, on est que tous les deux comme deux vieux cons et on se fait chier, on a que ça à faire de ranger notre maison. Toi, c'est normal, t'as des enfants, c'est la vie. C'est normal qu'il y en ait partout. Ah ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle, en fait. Que vous faisiez chier dans votre grande maison bien propre et toute sage. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, il faut que tu profites de maintenant. Et voilà. Je voudrais profiter de tout. Être une super comédienne, pouvoir partir en projet, être une super amante, être une super maman. C'est pour ça que je dis que je pense que je mets la barre haute. Hein. C'est mes exigences personnelles, mais en même temps, on te pousse aussi à ça. Tu vois, on te pousse à être ça. Je trouve qu'on m'en sort quand même pas trop mal. Des fois, c'est plus dur que d'autres où je me sens vraiment au bout du rouleau, mais quand je regarde mes enfants vivre, quand je regarde comment ils se comportent, comment ils ont la joie de vivre, je me dis, bon, ça, c'est pas mal. Quand je regarde le bordel de chez moi, je me dis, bon, allez, c'est la vie. Et professionnellement, je trouve que ça commence à rouler un peu. Je commence à récolter un peu ce que j'ai semé. Ça commence à faire du bien. Je passe sur toute autre chose parce que ça me faisait penser à l'entretien que j'avais eu avec Claudie. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être une femme dans le milieu de la culture, en tant que comédienne, en tant qu'artiste? Non, je crois que moi je souffre pas de ça. Non, pas pour mes projets. Je trouve, mais en tout cas moi, on m'a jamais forcé à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire pour l'instant, dans ce milieu-là. Mais j'ai bien vu que tu pouvais avoir des rôles et plus si affinité en faisant certaines choses. Bah c'est que mais moi, bah voilà, je dois être trop vieille ou pas assez jolie ou pour qu'on me l'ait proposé à moi. Donc j'ai toujours été préservée de ça. Et non, je revendique d'être une femme, d'être une fille. Enfin, j'ai pas de problème pour ça. Mais aussi peut-être parce que je choisis mes spectacles et que je suis directrice artistique de ma propre compagnie. Voilà, donc j'ai pas la concurrence des autres filles, puisque je fais mes propres projets pour l'instant. Et je dois pas me confronter à être choisie sur un catalogue parmi tant d'autres, parce que ça je le fais pas non plus. Et que j'ai pas le couloir blanc de la quarantenaire ou cinquantenaire pour l'instant, parce qu'elles n'ont pas de rôle qui sont écrits pour elles ou qu'on les fait plus jouer.
puisque moi je fais mes trucs à moi. Et donc je me dis, si je les fais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je raconte des histoires aujourd'hui aux enfants et que dans 15 ans, parce que je suis plus vieille, je les raconterai pas? Je vois pas pourquoi. Je les raconterai quand je serai grand-mère. Je les raconterai avec ma vie, comment j'ai évolué. Et si je dois y aller avec des lunettes et des aiguilles à tricoter, j'irai avec des lunettes en fonction de qui je suis à ce moment-là, quoi. C'est sûr que si c'est pour jouer une femme désirable, hyper sexe, jusqu'à 60 ans, c'est sûr que j'aurais pas le rôle pour ça. De toute façon, j'ai jamais eu, donc je l'aurais pas à ce moment-là. Non, moi je souffre pas de ça pour l'instant. Et je me sens certainement pas inférieure à un homme. Au contraire, je suis hyper contente de travailler avec les hommes, quoi. Là, j'ai un projet, je sais qu'il y a 4 hommes autour de moi, je me sens un peu super princesse, quoi. Je vais être chouchoutée. Et ça va être super bien. Je me sens pas mal de ça. Pourquoi je me dirais même que je préférais... Là, si on me disait demain, t'as le choix entre... Tu fais un projet, t'as 6 filles ou t'as 6 garçons. Tu choisis quoi? Je crois que je choisirais de travailler avec 6 mecs. Pourquoi? Déjà parce que je serais la seule fille. Donc j'aurais la primeur. Pas parce que... je trouve que les filles, elles sont chiantes dans le travail. Il y a plein de filles avec qui j'ai travaillé, elles sont chiantes. Dans le boulot, je trouve que c'est pas simple, quoi. Il y a toujours plus d'affect, plus de... Ouais, peut-être que les mecs sont plus rentre dedans, quoi. Plus, allez, on y va, quoi. Et à un moment donné, tu coupes le cordon et t'y vas. Et les filles, on est toujours dans le... Peut-être généralisme, les filles avec qui j'ai travaillé. Toujours dans le chafouin, chonchon, à part des filles très bien avec qui j'ai travaillé. Je veux dire, j'ai travaillé avec des filles, ça se passait super bien, mais peut-être qu'on était magiquement sur la même longueur d'onde. Ou je sais pas, peut-être qu'on venait de la même école, peut-être qu'on avait la même façon de penser les choses. Il y en a d'autres, mais qu'est-ce qu'elles me font chier. Oh là là, qu'est-ce qu'elles me font suer, là. Et puis il y a une espèce de rivalité aussi, voilà. Si je suis avec 6 mecs, il n'y a pas de rivalité. Avec moi. Ils me prennent comme je suis. La rivalité, bon, eux aussi, les mecs, ils vont se faire leur rivalité entre eux, tu vois. Mais moi, je serais pas dans la rivalité. Ce que je déteste dans ce boulot, c'est la rivalité. Pourquoi tu penses qu'on est toujours amené entre les filles à être en rivalité? Tu vois. Moi, je l'ai ressenti plein de fois, ça. À être dans la comparaison, dans le jugement, dans le... Mais peut-être que les mecs font ça entre eux. Mais du coup, quand t'es avec des garçons, puisque toi, t'es pas un garçon, tu rentres pas dans ces questionnements-là. Je sais pas, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, du coup, j'en fais peut-être ma généralité. Parce que les filles, elles sont plus pestes. J'ai pas une sympathie énorme pour la jante féminine absolue, quoi. Tu vois, je reconnais que sans nous, les meufs, le monde y tourne pas. C'est nous qui portons la terre sur nos épaules. C'est nous qui engendrons, c'est nous qui faisons demain, c'est nous qui faisons tout, quoi. Mais ça, je le revendique haut et fort, et que les hommes n'accouchent pas, parce que s'il y a Dieu qui existe, il sait très bien qu'un homme ne peut pas accoucher, qu'on est obligé de laisser ça aux femmes. Ah non, mais j'en suis convaincue. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force qu'on a, les hommes. Mais à côté de ça, oh, les filles, quoi. Ouais. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai été traumatisée quelquefois que j'en ai fait une généralité. Parce que j'ai aussi des super copines, quand même. Enfin, en mode dépressive et anti-meuf, J'étais super copine et des exemples de vie hyper beaux. Je trouve que travailler avec des mecs sur un projet, c'est cool. Bon. Peut-être parce que j'ai rencontré des bons mecs sur des projets. Je les trouve plus arrangeants, plus coopératifs, plus tranquilles, quoi. Ça me rappelle un de mes premiers spectacles. J'avais choisi 2 comédiennes. 2 comédiennes dont j'aimais beaucoup le travail. Et en fait, si elles vont se reconnaître, c'était 2 pestouilles entre elles. Des pestouilles. Mais j'ai tellement galéré avec elles. Entre une qui arrivait en retard, bon, ça mettait l'autre en colère. Elles s'entendaient pas à dire qu'elles étaient tout le temps sur scène ensemble. Et tu vois, il y avait un mec dans la distribution. Mais heureusement qu'il était là, celui-là.
pour arrondir les angles, pour aller en calmer une, en détendre l'autre. Parce que mais sinon, quoi, elles m'ont mené la vie, ces deux-là. Mais des mini-stars, quoi. Et je m'en rends compte avec le recul, voilà. Si elles se reconnaissent, elles seront c'est pour elles. Et du coup, t'as eu 2 petits gars. J'ai 2 gars. Est-ce que t'aurais aimé avoir une fille? Ouais, j'aurais aimé avoir une fille. Le premier, je voulais absolument un garçon. Un truc... Non, mais c'est con. Hein. Non, mais c'est très très con. Tu vas voir comment schématiquement j'ai été formatée. Je voulais un garçon pour plusieurs raisons. Je voulais avoir un garçon parce que moi, j'ai pas eu de frère. Donc, j'ai eu qu'une sœur. Et mon père, il a toujours rêvé d'avoir un garçon. Donc, bien sûr, Oedipe parlant, j'ai voulu faire un garçon à mon père. Ça tombe bien, il est mort quand j'étais enceinte. Donc je lui ai concrétisé son rêve jusqu'au bout. Mais si tu savais comme j'ai prié pour avoir un petit garçon, pour lui offrir un petit garçon. En même temps, j'étais convaincue que j'allais avoir un garçon. Mais je priais quand même. Mais j'étais convaincue, mais je priais quand même. Donc j'étais vraiment atteinte. Je voulais un garçon pour ça, pour mon père. Et ensuite, parce que tu vois, il y avait quelque chose de j'étais l'aîné. Déjà que j'avais galéré avant de trouver l'homme de ma vie. C'est-à-dire que ma sœur, elle était tranquille, elle avait un mari, tout allait bien et tout. Et moi, j'avais enchaîné les connards, donc évidemment, j'étais tout le temps célibataire la moitié du temps. Mes parents commençaient à s'inquiéter, ils allaient jamais être grands-parents de moi et tout. Et du coup, j'avais un espèce de truc à raccrocher, quoi, pour être au top et garder mon statut d'aîné. Il fallait que je fasse un garçon. Ma sœur a fait une fille. Il fallait que je fasse un garçon. J'ai fait un garçon. Et ensuite, il y avait un autre truc à l'intérieur de moi qui me disait il faut que tu fasses un garçon pour qu'il puisse défendre sa sœur. Si jamais t'as une fille en deuxième, il faut qu'elle ait un garçon au-dessus, parce que comme ça, elle sera protégée toute sa vie, il pourra rien lui arriver. Débile, hein. Parce que moi, j'ai été grande sœur, j'ai une sœur que j'ai protégée. Mais je sais pas, mais je pense que c'est parce que moi, j'ai pas eu de frère et j'aurais rêvé qu'on me protège. J'aurais rêvé d'avoir un protecteur. Et tu crois que si t'avais eu une grande sœur, elle aurait pu te protéger? Ben, je sais pas. Vu que c'est toujours moi qui ai protégé tout le monde. Je sais pas. Mais du coup, moi, dans mon imaginaire, je me suis forgé que le protecteur, c'était un garçon. Et un grand frère. Et après, t'as eu un deuxième petit garçon. C'était très drôle parce que j'étais persuadée que c'était une fille au début. Hein. J'étais persuadée que c'était une fille. Et en plus, on nous avait dit que c'était une fille. Pas les gynécos, mais des gens nous avaient dit que c'était une fille. Je pensais les 4 premiers mois, jusqu'à temps de passer l'échographie, j'étais persuadée que c'était une fille. J'avais déjà cherché des prénoms de filles. Hein. Et là, moi, dès que c'était un petit garçon. Et bon, voilà, c'est un petit gars, et après, l'essentiel, c'est que c'est en bonne santé, quoi. Mais des fois, je me dis, bon, une petite fille. Une petite troisième, une petite fille. Tu serais prête à faire un troisième enfant? Je sais pas. Si j'avais de l'argent, si tout roulait bien, si j'avais un congé mater, donc pour l'instant là je pourrais pas en avoir dans ma situation. Si mes spectacles tournaient bien, que je savais que mon intermittent je pouvais la refaire, parce que j'avais beaucoup de contacts, beaucoup de dates. Si mon fils avait 4 ans de plus, tu vois, et que j'ai bien repris goût à la vie, que je sois bien détendue, que j'ai fait une cure de sommeil, que j'ai rattrapé le temps perdu avec mon couple. Ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que dans 4 ans, j'ai 43 ans. Donc là, ça pique aussi encore. Mais quand même, ouais, j'aurais aimé avoir une fille. J'aurais aimé avoir une fille pour lui dire tout ce que j'aurais voulu que ma mère me dise. Et qu'elle m'a pas dit. Ouais, j'aurais voulu avoir une fille pour lui brosser les cheveux, pour aller faire les magasins avec elle, pour lui apprendre à cuisiner, pour rire, pour parler de notre féminité, pour parler de nos règles, pour lui mettre la main sur son ventre un jour quand elle aurait un enfant dans son bidou. Je pense que c'est pas pareil avec ta belle-fille. Partager vraiment ce qui fait de nous des femmes, quoi. C'est presque de l'ordre de la transmission, en fait. Ouais, une transmission de flambeau féminin. Ouais. Ouais, c'est pas de l'amour, parce que mes garçons, je les aime plus d'amour, tu vois. Mais tu parles pas à ton garçon comme tu parlerais à ta fille. Il y a un truc Pourquoi? à la fille. Parce que mes garçons, ils connaîtront jamais ma féminité profonde avant d'avoir rencontré une femme sexuellement. Ils connaîtront jamais, je sais
pense qu'à ta fille, en fonction de l'âge, hein. Mais tu peux tout lui dire. Et puis, il y a une espèce de truc de sorcière, de fille, de secret de vie. Mais je vais dire à mes garçons, je vais leur en dire un max, hein. Surtout pour les préparer à la femme qu'ils vont rencontrer, aux femmes qu'ils vont rencontrer. J'espère pas qu'ils en vont rencontrer 1 milliard, parce que je veux pas qu'ils se comportent comme des connards, surtout. Je veux qu'ils prennent bien soin des femmes et qu'ils les respectent. Donc c'est pour ça que je vais leur expliquer la féminité. Mais je suis désolée, il y a un truc qu'ils pourront pas entrer dans le cercle, hein. Ils ont un pénis, ils ont pas un vagin. Il y a un truc qui leur manque pour correspondre totalement avec moi. Bien sûr, je vais leur expliquer les règles, comment ça marche. Mais eux, ils n'auront jamais la douleur des règles. Ils ne connaîtront jamais la sensation de perdre du sang et de se dire que c'est un petit œuf qui se part. Une fille, j'aurais aimé avoir une fille. Et puis aussi parce que je pense qu'une fille, ça abandonne jamais sa mère. Il y a un truc que les garçons, ils vont connaître une fille, après, ça sera différent. Une fille, je pense qu'elle abandonne jamais sa mère. Même après. Un garçon, je suis pas sûre. On verra bien. Pour l'instant, ils ont besoin des câlins de maman et des bras de maman, ça c'est sûr. Pourvu que ça dure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et que t'aimerais qu'on parle, qu'on n'a pas abordé? Il y aurait des milliards de choses, hein. Mais quelque chose de précis. Je sais pas. Je m'attendais pas à ce qu'on parle tellement de sexualité. Pas autant. Mais finalement, voilà. C'est quoi on a parlé? On a parlé de cette opération, on a parlé du regard des autres, on a parlé de la grosseur, on a parlé de Superwoman, du métier, on a parlé des enfants. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Si tu pouvais t'adresser à la petite fille, Aurélie, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Oh là là, j'aimerais lui dire que tout est possible, qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, et que si elle est triste, ça peut changer, et qu'elle a le pouvoir de changer les choses. C'est elle qui décide. Merci beaucoup. Mais de rien. Encore un grand merci à Aurélie pour ses douces confidences. Vous pouvez suivre son travail via les réseaux sociaux de sa compagnie, que vous trouverez en lien dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode, de laisser un commentaire et de le partager si le contenu vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et me contacter soit via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail delphine.robin@gmail.com. Vous pouvez retrouver dans les notes de ce podcast le lien vers mes réseaux. On se dit à dans 3 semaines pour découvrir un nouveau portrait de femme.